Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes adaptations morphologiques et physiologiques que possède l'oie tigrée afin de pouvoir voler à des altitudes très élevées où les conditions environnementales sont difficiles. De nombreuses espèces d'oiseaux sont connues pour effectuer de longs périples migratoires à travers le globe. On sait que le vol battant des oiseaux migrateurs, pour une masse similaire, est plus coûteux énergétiquement par unité de temps que marcher ou nager à la surface. Malgré cela, comme les oiseaux peuvent être capables de maintenir une vitesse de croisière relativement élevée sur de longues distances, ça rend le coût énergétique du transport d'une masse donnée sur une certaine distance bien moindre qu'en nageant ou en marchant au sol. Par exemple, l'Imosa, Aponica boeri est capable de voler pendant 8 jours à une vitesse moyenne au sol d'ordre de 54 km par heure sur une distance de plus de 10 000 km non-stop. Cette intense dépense d'énergie nécessaire à un vol battant aussi prolongé dans le temps peut seulement être maintenue par un métabolisme oxydatif de substrat énergétique et une grande sollicitation des systèmes cardiovasculaires, respiratoires et musculaires des oiseaux migrateurs. Paradoxalement, les reliefs forcent parfois les oiseaux à monter très haut en altitude, où ils doivent alors faire face à une activité non seulement coûteuse en énergie, mais également dans les conditions d'hypoxie sévère, de température d'hiver sibérien, ainsi qu'à une densité de l'air réduite. Parmi ces oiseaux migrateurs de l'extrême, l'un d'eux se dénote de par son voyage atypique. En effet, plus de la moitié de la population mondiale des oies tigrées, de leur nom latin Anser indicus, effectue des migrations bisannuelles entre l'Asie centrale et l'Inde en traversant l'Himalaya. Lors de leur périple, elles peuvent voler jusqu'à 9000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'un des aspects physiologiques importants affectant les échanges gazeux au niveau de la surface des poumons et ensuite des muscles depuis les capillaires est la différence de pression partielle d'un gaz, en particulier d'un côté et de l'autre de la surface d'échange. Déjà à 5000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique, tout comme la pression partielle en oxygène, sont à seulement 50% de celle au niveau de la mer. À 9000 mètres, on passe déjà sous la barre de 30%, soit 230 mm de mercure de pression atmosphérique. En sachant ça, on peut se rendre compte que la différence de pression partielle en oxygène à travers la surface d'échange gazeux sera bien moindre qu'au niveau de la mer, et donc réduisant potentiellement le taux d'oxygène transféré depuis l'atmosphère vers les cellules musculaires tournant à plein régime. Pourtant, déjà au niveau de la mer, le vol battant des oies tigrées leur demande un apport d'oxygène 12 fois supérieur en comparaison à leur période de repos durant la nuit. Certes, la faible densité de l'air en altitude réduit fortement la traînée en vol, mais oblige également les oiseaux à redoubler d'efforts pour maintenir une altitude constante. En moyenne, on considère que le vol en altitude requiert une plus grande consommation d'oxygène que près du niveau de la mer. En fait, la puissance nécessaire pour voler à 8000 mètres d'altitude serait d'environ 50% supérieure. Par conséquent, à moins d'une augmentation significative de l'efficacité globale, c'est-à-dire de l'efficacité physiologique et aérodynamique, le taux d'oxygène consommé pendant le vol peut également être environ 50% supérieur. En ce sens, une étude a montré que la morphologie ainsi que la vitesse des battements des ailes des oies tigrées étaient très similaires à ce que l'on peut trouver chez les oiseaux de basse altitude. On peut alors se demander comment ces oiseaux arrivent à fournir de l'oxygène en suffisance à leurs muscles leur permettant de voler pour effectuer leur tumultueuse migration au-dessus des plus hauts sommets du monde. Parmi leurs secrets physiologiques, on retrouve un système respiratoire et un système circulatoire qui sont pour le moins particuliers et fascinants. Quelle que soit l'altitude à laquelle nous nous trouvons, l'oxygène représente 21% du gaz dans l'air. Ainsi, suite à la raréfaction de l'oxygène en haute altitude, comment est-ce que les oiseaux, via le système respiratoire, parviennent à assurer une bonne ventilation et respiration? De ce fait, en partant du principe de l'hypoxie, qui est une diminution du taux d'oxygène dans le sang, plus une chute de la pression artérielle, on a pu étudier la réaction de certains oiseaux, plus précisément 3 espèces, et en particulier celle de l'oie tigrée. Ces derniers ont été exposés à un gaz hypoxique jusqu'à une concentration de 7% d'oxygène, qui est une concentration presque équivalente à celle du mont Everest. Et à notre grande surprise, le volume d'oxygène augmentait très rapidement chez l'oie tigrée, contrairement aux 2 autres espèces. Phénomène s'expliquant tout simplement par le fait que la ventilation des surfaces d'échange gazeuses de ses poumons est très efficace. Par comparaison, par rapport au niveau de la mer où le niveau de la pression partielle en oxygène dans le sang est très élevé, d'une valeur de l'ordre de 90 millimètres de mercure,
chez les trois espèces pour une valeur de 7% d'oxygène et dont celle de l'Oie a une valeur de 50 mm de mercure. À titre de comparaison, par rapport à quatre alpinistes près du mont Everest, dont la pression varie entre 30 mm mercure à 20 mm mercure, nous pouvons affirmer que suite à une hypoxie environnementale chez les oiseaux en général et chez l'Oie à tête barrée en particulier, une augmentation de la ventilation permet de maintenir une concentration élevée d'oxygène dans le sang artériel, améliorant ainsi le transport d'oxygène dans le sang de par son affinité et de ce fait favorise une bonne métabolisation des muscles, plus précisément une oxygénation des tissus musculaires. Nous pouvons suggérer que l'appareil respiratoire des oiseaux de par les poumons à courant croisé est très efficace par rapport à celui des mammifères qui possèdent des poumons alvéolaires. L'air circulant dans un seul sens chez ces espèces permettant un renouvellement complet de l'air, un système d'échange des gaz entre l'air et le sang plus efficace et enfin un système de parabronche assurant une surface d'échange 10 fois supérieure à celle des mammifères. Ainsi, suite à une bonne ventilation, partant également du principe que la paroi bronchique séparant l'air et le sang est plus fine chez les oiseaux que chez les mammifères, l'Oie à tête barrée particulièrement tolère de manière efficace la respiration à haute altitude. Une autre adaptation importante des oies tigrées habituées à fréquenter les hautes altitudes se trouve au niveau de leur hémoglobine. Elle a en effet une meilleure affinité pour l'oxygène en comparaison avec celle de ses plus proches cousins. À un pH de 7,5 et une température de 41 degrés, qui sont les paramètres physiologiques moyens chez les oiseaux en bonne santé, la pression partielle en oxygène à laquelle l'hémoglobine est à moitié saturée, donc la P50, est de 39 mm de mercure chez l'oie tigrée contre 46 mm de mercure chez l'oie du Canada ou l'oie cendrée. Cette différence est le résultat de la substitution d'une proline par une alanine en position 119 de la chaîne alpha de la protéine. Cet acide aminé, à la chaîne latérale ayant un volume plus ou moins imposant, empêche le contact normalement observé de la proline 119 de la chaîne alpha avec la leucine en position 55 de la chaîne bêta. En temps normal, cette liaison stabilise la forme T-déoxy de l'hémoglobine et a une affinité plus faible pour l'oxygène que la forme R relaxée. La proline étant donc substituée par l'alanine chez l'oie tigrée, la forme T s'en trouve déstabilisée et l'hémoglobine acquiert une plus grande affinité pour l'oxygène. Un autre avantage que possèdent les oiseaux est le fait d'être nettement moins affectés par l'hypocapnie que la plupart des autres animaux. En effet, en plus d'affecter la P50 de l'hémoglobine, l'hypocapnie réduit le flux sanguin cérébral chez de nombreux mammifères en induisant la contraction de ces vaisseaux. Chez les oiseaux en revanche, cet effet n'est que très peu, voire pas du tout marqué, comme on peut le voir sur ce graphique. En revanche, les oies tigrées possèdent la même capacité que les mammifères d'améliorer le flux sanguin cérébral et cardiaque en cas d'hypoxémie par une action vasodilatatrice. Par conséquent, chez ces volatiles, l'hypocapnie subie dans des environnements pauvres en oxygène n'atténue en rien l'effet vasodilatateur des vaisseaux sanguins cérébraux causés par l'hypoxémie, contrairement à ce que l'on peut trouver chez les mammifères. Cela leur permet donc d'hyperventiler dans le but de maintenir une pression partielle artérielle en oxygène élevé, tout en maintenant une bonne perfusion cardiaque et cérébrale. Enfin, une étude portée sur la capillarité des muscles, des ailes et des pattes des oiseaux a montré un dernier avantage architectural que possèdent ceux pouvant atteindre de hautes altitudes. On a en effet constaté qu'ils possédaient une densité capillaire ainsi qu'un ratio capillaire-fibre musculaire plus élevé dans ces régions de leur corps. On a vu que l'oie tigrée possède de nombreux atouts morphologiques et physiologiques pour effectuer ces migrations à des altitudes vertigineuses. Rappelons rapidement leur ventilation particulièrement efficace, leur hémoglobine unique en son genre et leur densité capillaire élevée, ainsi que leur résistance à l'hypocapnie.